Dans le cadre du cycle de conférences grand public de l'Institut d'études anciennes et médiévales, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir M. Patrick Baker, professeur titulaire d'histoire grecque ancienne à l'Université Laval et directeur des programmes de premier cycle en histoire. Sa conférence s'intitule « Les Grecs devant la mort, épigraphie et histoire ». Bonne écoute. Merci beaucoup, Alexandre, pour la présentation. Je n'avais pas prévu lire mon titre, puisque je pensais que vous le liriez, mais vous l'avez tous et toutes lu. Donc, je n'ai pas besoin de m'exécuter. Je vous remercie d'être présent ici ce soir. Je remercie aussi l'Institut d'études anciennes de me donner l'occasion de travailler un petit peu plus, comme ça, en pleine session. Ultime étape de l'existence, c'est un lieu commun de dire que la mort est profondément ancrée dans les pratiques et représentations culturelles de l'humanité. Et pour amorcer la réflexion, j'emprunte ici les mots de François Hartog, qui s'intéressait alors non pas aux Grecs, mais à l'une de ces si nombreuses ethnies vivant aux marges de l'espace grec. Ainsi, les rites funéraires ont-ils toujours été un morceau de choix pour les observateurs, les voyageurs et les ethnologues. À qui sait voir, ils en disent long sur la vie de la tribu, de l'ethnie ou de la société. À qui sait entendre, ils permettent de reconstituer le système de représentation du groupe auquel appartient celui ou celle dont on célèbre les funérailles. Je vous invite donc aujourd'hui à observer les Grecs dans leur façon d'appréhender la mort, et ce, à travers un exposé partagé en deux temps. D'abord des considérations historiques, notamment juridiques, puis en guise de deuxième partie, j'hésitais en fait, deuxième partie, deuxième acte ou épilogue, nous ferons une excursion dans les nécropoles de Xanthos en Lycie, où mes recherches m'occupent depuis plus de 20 ans. Le thème de la mort confronte le chercheur à une diversité de sources, de questionnements et de traditions scientifiques. Est-il besoin de préciser que les nécropoles antiques constituent de précieuses mines d'artefacts pour l'archéologue et de textes pour l'historien épigraphiste? Que le matériel découvert, céramique, statuaire, petits objets, etc., est pour l'archéologue historien de l'art une porte ouverte sur l'univers figuré des Grecs anciens? Est-il besoin de rappeler que la mort, fût-elle de l'homme, de la femme illustre, du citoyen ordinaire, d'un groupe de soldats, d'un enfant mort trop tôt ou de quiconque, a constitué une source d'inspiration, tout comme de déterminismes sociaux, qui semblent ne s'être jamais taris, que ce soit par des épitaphes, des épigrammes, des oraisons funèbres, des honneurs posthumes, etc. La préparation des défunts, leur transport, l'inhumation, l'incinération, la législation entourant le mort et les derniers honneurs qui lui étaient rendus sont toutes autant de questions auxquelles l'antiquisant est régulièrement confronté à travers une grande variété de sources. Consacrer une présentation au thème de la mort dans l'Antiquité grecque reste un défi de taille. On doit prendre en compte un espace géographique immense, couvrant à la fois l'Occident et l'Orient méditerranéen, ainsi que le Proche et le Moyen-Orient selon les époques. Mais ce n'est pas tout. En se limitant à la période, disons, la plus parlante, encore que ceci soit discutable, celle des époques pré-archaïques, archaïques, classiques, hellénistiques et impériales, ce sont plus de 1000 ans d'histoire qu'il faut couvrir, ce qui représente un enjeu de taille, presque une gageure. Ainsi, au cours de la prochaine heure, nous visiterons des textes, entre autres d'Homère, de Sophocle, des philosophes Platon et Aristote, des documents juridiques de diverses cités, et nous lirons enfin quelques épitaphes datant des premiers siècles de l'ère chrétienne. Quoi qu'il en soit, après ce long préambule, je vous propose d'ouvrir la réflexion avec une représentation iconographique bien connue qui me permettra de rebondir ensuite vers les sources écrites. Mon choix s'est arrêté sur l'une des faces du célèbre cratère en calice d'Euphronios, l'un des grands maîtres de la céramique à figure rouge athénienne. Sur la face A, l'artiste offre sa représentation de l'enlèvement de la dépouille du héros lycien Sarpédon, allié des Troyens, alors qu'il venait d'être abattu par Patrocle, qui avait revêtu les armes d'Achille. Sous le regard d'Hermès, Hermès psychopompe, celui qui accompagne les âmes, les deux frères jumeaux, Hypnos, le sommeil, et Thanatos, la mort, emportent le corps inanimé.
Euphronios s'était inspiré de quelques vers du chant 16 de l'Iliade, dont voici un bref extrait. « Puis, quand l'âme et la vie l'auront abandonné, charge trépas, Thanatos, charge le doux sommeil, Hypnos, de l'emporter et d'aller avec lui jusqu'au pays de la vaste Lycie. Là, les siens l'enterreront dans un tombeau sous une stèle, puisque tel est l'hommage dû aux morts. » Ce qui m'intéresse, plus que le récit de ce duel épique et de la mise à mort du héros lycien, est cette phrase qui retentit telle une consigne et qui est répétée quelques 220 vers plus loin. Dans un tombeau, sous une stèle, puisque tel est l'hommage dû aux morts. Les honneurs funèbres sont dus aux morts. Cela implique une forme d'obligation qui, on le verra, bien plus que simplement morale ou sociale, prit éventuellement une dimension légale dans le monde des cités grecques archaïques, classiques, hellénistiques et au-delà. L'œuvre sans doute la plus connue du tragique Sophocle, l'un des 3 maîtres de ce genre, permet de sentir l'emprise que l'État et ses lois pouvaient avoir sur le domaine funéraire, et ce même si cela est ici illustré par la négative. L'extrait que j'ai choisi renforce aussi le caractère à la fois personnel et sans doute aussi moral du rituel. Est-il besoin de raconter cette page tragique du cycle thébain de la légende oedipéenne? C'est une question rhétorique, car je vais un peu le faire. La pièce est à peine commencée. Antigone discute avec sa sœur Ismène de l'édit de leur oncle Créon à l'endroit des dépouilles de leurs 2 frères, Éthéocle et Polynice, qui s'étaient entretués. L'obligation d'offrir de dignes funérailles est ici contredite dans une dimension tragique jamais égalée depuis, par l'interdiction d'offrir toute forme de funérailles à l'un des 2 frères. Antigone, à la triste destinée, est déchirée. C'est Antigone qui parle. « Créon, pour leurs funérailles, distingue entre nos 2 frères. À l'un, il accorde l'honneur d'une tombe, à l'autre, il inflige l'affront d'un refus. Pour Éthéocle, me dit-on, il juge bon de le traiter suivant l'équité et le rite, et il l'a fait ensevelir d'une manière qui lui vaille le respect des ombres sous terre. Mais pour l'autre, Polynice, le pauvre mort, défense est faite, paraît-il, aux citoyens de donner à son cadavre ni tombeau ni lamentation. On le laissera là sans larmes ni sépulture. Proie magnifique offerte aux oiseaux affamés en quête d'un gibier. Et voilà, m'assure-t-on, ce que le noble Créon nous aurait ainsi défendu, à toi comme à moi. À moi! Il viendrait même en personne proclamer ici expressément sa défense, pour ceux qui l'ignorent encore. Ah! Ce qu'il ne prend pas la chose à la légère. Aux rebelles, il promet la mort, la lapidation dans la cité. Tu connais les faits, tu vas, je pense, nous montrer sans retard si tu es digne de ton sang ou si, fille de brave, tu n'as qu'un cœur de lâche. » Ismène reconnaît qu'il est juste de braver la loi pour honorer la famille, mais elle refuse néanmoins de s'associer à sa sœur. « Je cède à la force, dit-elle, je n'ai rien à gagner à me rebeller. » Pour le spectateur, le dilemme reste entier. La tragédie atteint son but en renvoyant tout un chacun à une réflexion introspective sur la relation entre raison d'État et conscience individuelle. Un débat fascinant qui va bien au-delà des seuls honneurs funèbres à rendre ou ne pas rendre. Mais sortons du domaine de la catharsis tragique et visitons un autre auteur bien connu de l'Athènes classique, Platon. Platon qui a laissé une trentaine de dialogues supposés avoir eu lieu entre Socrate et certains de ses contemporains. Bien que l'authenticité de l'Hippias majeur soit questionnée, l'œuvre reste néanmoins attachée au corpus platonicien. Dans ce dialogue, Hippias, l'interlocuteur de Socrate, énonce ce qu'il y a de plus important pour un homme. Pour tout homme et en tout temps, ce qu'il y a de plus beau pour un mortel, c'est d'être riche, bien portant, honoré par tous les Grecs, de parvenir à la vieillesse après avoir fait à ses parents morts de belles funérailles, et par ses propres enfants, être mis en terre de belle et magnifique façon. L'importance ici repose sur une forme de continuité. Assurer à ses parents une digne sépulture, n'en attendre pas moins de ses propres enfants, et ainsi de suite. Le respect accordé aux aïeux est garant de la stabilité sociale par l'enracinement qu'il consacre et qu'il impose en quelque sorte aux individus. Il se présente également comme un ciment social qui lie les membres de la communauté par-delà les générations. Quelques décennies plus tard, au cours du IVe siècle, au chapitre 55 de sa Constitution des Athéniens, Aristote explique la procédure de nomination des magistrats au cours de laquelle tous les candidats étaient soumis à ce que l'on désigne souvent comme étant un examen d'irréprochabilité, la dokimasia ou docimasie en translittération.
À l'examen, on pose d'abord cette question. Quel est ton père? Et de quel dème? Quel est le père de ton père? Quelle est ta mère? Quel est le père de ta mère? Et de quel dème? On lui demande ensuite s'il rend un culte à Apollon Patros et à Zeus Erkeios, le protecteur de la famille. Où sont ses sanctuaires? S'il a des tombeaux de famille, et dans quel endroit? Ensuite, s'il se comporte bien à l'égard de ses parents, s'il paie ses contributions et s'il a fait son service militaire. Quand il a successivement posé ces questions, le président poursuit, produit tes témoins. À pareille époque, Xénophon fit également référence à la docimasie en insistant, par-delà le trépas, sur le respect intergénérationnel auquel devaient se conformer les citoyens athéniens. Soit dit en passant, une loi de Solon, le réformateur du début du VIe siècle, autorisait déjà les poursuites non seulement contre les outrages directs faits aux parents, mais aussi contre l'ingratitude et le manque de soins de leurs enfants. Quoi donc? Tu es prêt à avoir des attentions pour tous ces étrangers? Et ta mère, qui te chérit plus que personne ne t'aime, tu ne crois pas lui devoir des égards? Ne sais-tu pas que l'État n'a point souci de toutes les autres ingratitudes, qu'il ne les poursuit point et qu'il laisse en paix les obligés qui ne témoignent pas de reconnaissance, tandis que celui qui ne respecte pas ses parents, il le frappe d'un châtiment, d'une déchéance et l'exclut des magistratures. Persuadé que les sacrifices publics ne sauraient être saintement offerts par un pareil sacrificateur, et qu'il n'y a pas d'action belle et honnête qui puisse être faite par un tel homme. Et par Zeus, si un citoyen n'a pas honoré la tombe de ses parents qui ne sont plus, l'État lui en demande compte dans les enquêtes ouvertes, les docimasies, sur les futurs magistrats. Pour les Grecs, cela relève donc de l'évidence. Il était primordial de veiller scrupuleusement à l'ensevelissement des défunts, ainsi qu'au respect de certains rites funéraires qui, comme on a pu le comprendre par les sources vues jusqu'à présent, s'étendaient bien au-delà d'une période de deuil suivant immédiatement le décès. La contrainte légale imposée à Antigone et à sa sœur, et je me répète ici, enfin sous une forme inverse, qui est celle d'interdire des funérailles, trouve un écho dans des sources d'autre nature. Aussitôt qu'à l'époque archaïque et jusqu'au début de l'époque hellénistique, les cités grecques ont jugé nécessaire de légiférer sur les pratiques qui devenaient dès lors interdites ou autorisées. Plus encore, la législation s'étendait parfois même à l'expression du deuil, de la peine, qu'elle fût feinte ou bien réelle. Au fil des ans, ce matériel a été abordé et, j'ose dire, compris de diverses manières. Longtemps, ces lois faisaient partie du corpus des lois sacrées et avaient donc été analysées comme des réglementations de nature cultuelle, ce qui confinait la mort et tout le cérémonial qui l'entourait aux pratiques et croyances religieuses des Grecs. Mais l'étude plus attentive de ce que l'on appelle la crise de la cité archaïque, une période trouble dans l'histoire qui survient exactement au moment où le modèle de la cité est élaboré par les Grecs, ce qu'on appelle la crise de naissance, a permis de comprendre différemment les documents. On a ainsi voulu faire de ces lois, du moins de la plupart de celles qui sont conservées, des témoignages de tentatives par les dirigeants d'apaiser le climat social trouble par le biais d'une réglementation stricte des rites autorisés, de l'expression personnelle, familiale et par extension sociale du deuil. Si vous me permettez cet anachronisme grossier, c'est une forme de lecture communiste ou communautariste de la mort et du deuil. On est tout à fait dans le creuset que constituait la cité naissante, où l'individu, donc le citoyen, s'effaçait désormais au profit de la collectivité, la cité. Les lois furent donc comprises comme des lois somptuaires. Dans les faits, cette interprétation très tenace, elle continue d'être rapportée dans les manuels de base par exemple, a à son tour subi une relecture. L'expression à retenir est désormais celle de loi funéraire, expression générique qui ne présuppose en rien la finalité ni l'objectif de chacun des cas de figure conservés, car on s'aperçoit que les efforts législatifs en matière funéraire étaient suffisamment variés et nuancés pour ne pas pouvoir entrer dans une seule catégorie. Les témoignages se partagent en 12 documents épigraphiques et 15 passages dans les sources littéraires pour une quinzaine de cités concernées seulement et pour une période s'échelonnant du 8e jusqu'au 3e siècle avant Jésus-Christ. Mais on ne doute pas qu'ils illustrent une situation vécue de façon assez générale dans le monde grec. La question déborde donc largement la période circonscrite de la crise de naissance de la cité archaïque,
puisque des textes datent de l'époque classique et du début de l'époque hellénistique. Peu faits pour nous informer, ces documents sont malheureusement souvent fragmentaires ou sibyllins. Je vais vous lire quelques-uns de ces textes avec des images en arrière-plan qui n'ont rien à voir avec les textes, mais qui illustrent, enfin, oui, ils ont un peu à voir, ils illustrent un aspect de la loi qui est évoqué. De Gortyn en Crète, au VIe siècle, une inscription pour le moins laconique présente un règlement. Je cite, « L'exposition funèbre, on ne peut pas s'en libérer ni l'empêcher par un jugement. » Également de Gortyn, au début du Ve siècle, un règlement porte sur la servitude de passage du convoi funèbre. Je cite, « S'il n'y a pas de chemin public, le passage sur le terrain d'autrui pour ceux qui emportent un mort ne sera pas fautif. Et si quelqu'un l'empêchait, il paiera 10 statères. » 20 drachmes. Mais si les parents traversaient alors qu'il y a un chemin, et là la pierre est brisée. Stobé, compilateur d'œuvres antiques du Ve siècle de notre ère, évoquait en ces termes l'une des lois du législateur archaïque Charondas de Catane, près de 1000 ans plus tôt, fin du 7e, début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Je cite, « Il faut honorer chacun des défunts sans pleurs ni lamentation, mais par une bonne mémoire et en apportant des fruits de saison, parce que c'est un manque de respect envers les divinités chtoniennes, les divinités du sous-sol, si je puis dire, les divinités souterraines. Donc, c'est un manque de respect envers les divinités chtoniennes lorsque le chagrin dépasse la juste mesure. » Démosthène, l'orateur athénien, rapporta en ces mots la loi sur les funérailles de Solon, le réformateur de 594 avant Jésus-Christ. Je cite, « Le mort sera exposé à l'intérieur de la maison, comme le voudra la famille. Il sera enlevé le lendemain, avant le lever du soleil. Dans le convoi, les hommes marcheront devant, les femmes derrière. Les femmes n'auront le droit de pénétrer dans la maison du mort ou de suivre son convoi jusqu'à la tombe que si elles ont plus de 60 ans ou si elles sont parentes en deçà du degré enfant de cousin. Aucune femme ne pourra non plus pénétrer dans la maison après l'enlèvement du corps, à l'exception des parentes susdites. » Et de cette même loi solonienne, l'orateur romain Cicéron, quelques siècles plus tard, nous fournit quelques détails supplémentaires, car elles avaient été plus tard donc copiées dans la 10e table des décémoires romains. Je cite, ce sont des passages un peu décousus. « Comme les funérailles et les lamentations commençaient à entraîner de grandes dépenses, Solon les supprima par une loi. » Poursuivant un peu plus loin, je cite, « Que les femmes ne se raclent pas les joues et ne tiennent pas de laisse à l'occasion du convoi. » Fin de citation. Les lois funéraires portaient ainsi sur le déroulement des funérailles où l'on reconnaît 3 étapes fondamentales, l'exposition, le cortège et l'inhumation. Chacune se tenait dans un lieu particulier, la maison du défunt, le chemin emprunté par le cortège funèbre et enfin le tombeau. Chaque lieu et le rituel qui s'y passait faisait l'objet d'une attention particulière. Du point de vue légal, le contrôle qu'exerçait ainsi la communauté sur le déroulement des obsèques touchait à la fois les personnes défuntes comme vivantes, il s'agit de la préparation du défunt, de l'attitude des endeuillés, et les pratiques religieuses cathartiques et expiatoires, les purifications, les interdits liés à la souillure, les rituels, les gestes apposés. La cité exerçait enfin un contrôle matériel sur les conditions de réalisation des obsèques. Ce contrôle était autant qualitatif, sur le matériel employé, les matières admises, les couleurs, que quantitatif, le nombre d'items, leur valeur, etc. Dans l'ensemble, ce sont des intérêts fort variés qui ressortent des législations funéraires, dont je ne vous ai cité là que quelques exemples. Des intérêts politiques, économiques, sociaux, religieux. Outre la volonté d'imposer un contrôle, une marche à suivre, la présence d'une loi dans les sources anciennes se comprend comme la réaction à une situation, que ce soit un excès, un abus, un manque, le laxisme, l'absence, etc., qui n'a pour sa part souvent laissé aucune trace. Il faut donc faut remonter dans le temps, si je puis dire, à partir d'une loi pour comprendre une situation. Et si l'on ne peut douter qu'elle trouvait son fondement dans une situation ponctuelle réelle, on ne peut jamais savoir quelle en avait été la longévité
Des lois promulguées peuvent exister longtemps tout en étant devenues lettres mortes, obsolètes, alors que d'autres restent appliquées pendant longtemps après leur promulgation. Les textes les plus anciens s'inscrivent bien dans le vaste mouvement législatif qu'a connu le monde grec de l'époque archaïque, alors que les cités étaient le lieu de tensions sociales, politiques et économiques entre l'élite et le peuple, les riches et les pauvres, ceux qui détenaient le pouvoir et ceux qui y aspiraient. Et puis, au fil du temps, les intérêts des communautés et la portée des lois se diversifièrent, ici des pratiques religieuses, là des considérations économiques répondant à une situation particulière, ailleurs autre chose. Encore un exemple dont l'image n'est pas directement liée à ce que je vais dire. Au IVe siècle, les citoyens de Tassos, cette île du nord de l'Égée, votèrent une loi particulière sur les morts à la guerre. Je cite, « Personne ne fera quelque deuil que ce soit pendant plus de 5 jours pour les morts pour la patrie. Il ne sera pas permis de procéder à des cérémonies funèbres privées. Si cela n'est pas respecté, le contrevenant en aura la préoccupation. » C'est une traduction plus ou moins bonne du terme grec « entumiston » qui signifie un niveau très élevé de culpabilité éthique et religieuse vis-à-vis les dieux. Donc, le contrevenant en aura la préoccupation dont on peut imaginer qu'elle le suivra toute sa vie. Et les gynéconomes, les archontes et les polémarques ne permettront pas d'agir ainsi. Chacun d'eux aura le pouvoir d'infliger les amendes prescrites par les lois. Les polémarques et le secrétaire du conseil feront inscrire les noms des morts avec leur patronyme dans la liste des héros de la patrie et leurs parents et leurs enfants seront invités toutes les fois que la cité sacrifiera en l'honneur des héros de la patrie. Ceci n'est pas sans rappeler l'interdiction promulguée par le gouvernement de Stephen Harper en 2006 de la présence des médias au rapatriement des dépouilles de soldats canadiens morts en Afghanistan, alors que la participation même des Canadiens à cette impopulaire guerre soulevait d'énormes questions au sein de la population. Toute loi, quels qu'en aient été les objectifs, a toujours pour effet d'instaurer ou de renforcer l'autorité de l'État ou des dirigeants. Légiférer sur les funérailles avait pour effet de maintenir ou de préserver l'ordre social et politique. Limiter la durée du deuil, par exemple, incitait les citoyens à tourner la page plus rapidement et revenir à leurs occupations, ce qui devait bénéficier à la communauté. Limiter l'étendue des dépenses et des manifestations de deuil, d'un autre côté, doit être vu comme une préoccupation à maintenir l'harmonie sociale. Robert Garland écrivait « Dans l'Antiquité, pas moins que dans le monde moderne, des funérailles offraient une occasion inégalée pour la démonstration ostentatoire de la richesse, de la solidarité et de la fierté familiale. On a souhaité baliser le comportement des endeuillés, la décence des obsèques, en fixant des standards à l'intérieur desquels les membres de la communauté devaient demeurer. Et la question des femmes n'a certainement pas échappé à votre attention. Dans des sociétés patriarcales où la femme restait mineure toute sa vie, on se méfiait des épanchements émotifs féminins, de la démesure, des excès, de l'hystérie que l'on associait à ce genre, et des magistrats, les gynéconomes, littéralement, ceux qui supervisent les lois des femmes, veillaient au grain. Les rituels funéraires et cathartiques devaient être effectués et, par diverses législations, on cherchait à les unifier au bénéfice de toute la collectivité, susceptible d'être affectée en entier par une souillure indue ou un désordre non souhaité. On remarquera aussi la dimension de réconfort qu'apportaient ces lois à dimension religieuse parce qu'elles prescrivaient une procédure, un protocole à suivre en cas de décès, et elles aplanissaient les écarts possibles entre personnes issues de milieux économiques ou sociaux différents. Le corollaire naturel de la souillure, de la pollution sacrée, est bien celui de la pollution physique, inévitablement liée à la mort elle-même et à la décomposition, l'altération de la chair. On observe souvent dans l'historiographie, une historiographie sans aucun doute pragmatique et un rien empirique, l'explication de certaines des lois par des principes d'hygiène et de salubrité publique. Dans les faits, force est d'admettre qu'aucune des lois conservées n'aborde cet aspect du problème. On notera tout de même une clause dans les lois que Platon proposait pour son modèle de cité idéale. Alors, j'ai mis le passage un peu plus long puisqu'il permet de revenir à certains aspects évoqués dans mon propos des dernières minutes. Aucune tombe ne sera permise nulle part en terre labourable, aucun monument grand ou petit.
Le monticule de terre ne devra pas dépasser la hauteur que peut atteindre en 5 jours le travail de 5 hommes. Les piliers de pierre ne devront pas être plus grands qu'il ne faut pour permettre, comme éloge de la vie du défunt, une inscription longue d'au plus 4 stiches, ce sont des vers, héroïques. L'exposition à l'intérieur ne devra pas se prolonger au-delà du temps nécessaire pour savoir s'il y a léthargie ou mort réelle. Ainsi, à en juger humainement, le jour convenable pour la translation au tombeau serait le 3e. Pour un citoyen du sens supérieur, une dépense totale de sépulture n'excédant pas 5 mines, pour le second sens 3 mines, 2 pour le 3e, 1 pour le 4e, telle sera la juste mesure des frais. Qu'on pleure le mort, il ne convient ni de l'ordonner, ni de l'interdire, mais il faut interdire les lamentations et les cris hors de la maison, empêcher qu'on transporte le mort par les rues à découvert, qu'on ne crie le long de la route pendant le cortège, veiller à ce que ce cortège soit en dehors de la cité avant le jour. Je fais ici un bref aparté sur cette question de 3 jours, des études d'anthropologie, je crois qu'on dit en anglais de forensic archaeology, ont montré que 3 jours, c'est le délai au-delà duquel des masses de fleurs n'arrivent plus à couvrir l'odeur d'une dépouille. Et on s'aperçoit dans quantité de civilisations que des rituels s'étendent sur 3 jours, mais qu'au bout de 3 jours, vraiment, c'est la limite. Et le seul point commun, c'est qu'on se décompose tous à peu près à la même vitesse selon la température naturellement. L'épigraphie funéraire, selon les époques et les espaces géographiques, selon le hasard des découvertes, représente une part importante du corpus à la disposition de l'historien. Les Grecs n'ont pas systématiquement orné les sépultures d'épitaphes, mais l'usage peut être considéré comme devenu banal aux périodes hellénistiques et impériales. De même, les textes varient de la simple mention de l'anthroponyme, c'est le nom, de l'anthroponyme du défunt et de son patronyme, le nom de son père, parfois aussi de son ethnique, comme ici à l'écran, puis à tout un pedigree familial. On aura plus tard l'exemple d'un pedigree familial. Par l'information prosopographique qu'elle offre, l'épigraphie funéraire est très précieuse pour l'historien, spécialement celui qui étudie une cité en particulier, une région, comme on le verra, puisque je vous parlerai de Xanthos dans un instant. Les textes et leurs supports présentent de grandes variations stylistiques. Ils peuvent être en prose, on les appelle des épitaphes, ou en vers, on les appelle des épigrammes. On observe que soit le défunt, ses proches, ou la pierre elle-même, comme vous le voyez maintenant à l'écran, s'adressent aux vivants, aux passants anonymes. Les proches en font l'éloge. Le défunt se loue lui-même, ou c'est la pierre qui loue le défunt. Tantôt le monument se limite à une stèle, tantôt il est une œuvre d'art, comme cet exemple à l'écran. Et l'étude de ce matériel se fait sous une grande variété d'approches, archéologiques, iconographiques, historiques, épigraphiques, etc. M'éloignant de considérations sociales ou juridiques, j'aimerais maintenant vous convier à une promenade à Xanthos, cité de Lycie sur laquelle je travaille depuis plus de 20 ans. La Lycie est cette région du sud-ouest de la Turquie actuelle. Dans l'Antiquité, elle fut longtemps aux limites des mondes grecs et orientales achéménides, jusqu'à ce que la conquête d'Alexandre en achève l'hellénisation. Essentiellement constituée de zones montagneuses, de hauts plateaux, comme cela est assez banal en Anatolie, elle est marquée dans sa partie occidentale par une grande vallée, celle du Xanthe, où s'épanouirent plusieurs cités, dont celle de Xanthos. La mission épigraphique canadienne de Xanthos-Letton, que je dirige conjointement avec Gaëtan Thériault de l'Université du Québec à Montréal, s'est associée à la mission archéologique française entre 2000 et 2011, ce qui a permis non seulement d'exploiter les sites de Xanthos même et du Letton, le sanctuaire de Leto, déesse tutélaire des Xanthiens, mais également d'explorer divers sites sur le territoire de la cité, comme Pidna ou Asarjuk. Alors que l'hellénisation des Lyciens s'était amorcée à l'époque classique, ceux-ci développèrent des usages funéraires originaux qu'il n'est pas inutile de mentionner, car nombreuses sont les sépultures qui furent remployées par des Grecs dans la suite de l'histoire. On distingue diverses formes de piliers, des sarcophages surélevés ou surpiliers, donc de la gauche vers la droite, des piliers, des sarcophages surélevés ou sarcophages surpiliers, des tombes maisons, des façades rupestres, des sarcophages de divers types et de diverses tailles, ainsi que des monuments s'inspirant de l'architecture grecque
ou bien l'esquisse de ces monuments en façade rupestre. En voici en rafale quelques exemples dont la plupart sont tirés de Xanthos. Donc ici, le célèbre pilier inscrit de Xanthos, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le plus long texte en langue lycienne conservé. Vous en avez là une reconstitution. Là. Je n'ai pas d'échelle sur la photo, c'est un monolithe qui fait à peu près 35 tonnes. Donc vous voyez là, les dimensions. En fait, debout, j'arrive à peu près ici. Là. Vous avez ici un sarcophage surélevé et le pilier des Harpies, dont les bas-reliefs originaux sont actuellement au British Museum. Ce sont des moulages, bon, ici c'est touristique, anecdotique, excusez-moi. Une tombe maison qui reproduit presque à l'identique le modèle des maisons lyciennes qui étaient faites en bois équarri, donc très finement sculpté dans la pierre. C'est un monolithe, hein, c'est un bloc unique qui a été taillé pour représenter les maisons. Maison ou façade de maison que l'on retrouve dans les façades rupestres, puisque le terme façade renvoie donc aux façades de ces maisons. Donc vous avez ici sur le côté nord de l'acropole de Xanthos, la nécropole dite nord, avec toutes ces façades rupestres. Vous avez donc ici quelques exemples des tombes, et vous reconnaissez ce modèle de maison en bois équarri, on dirait boiron ici, mais là il est carré. Des sarcophages de diverses formes, diverses tailles. Le célèbre sarcophage de Payava, célèbre parce qu'il est au British Museum, et vous avez ce qu'il en reste sur le site aujourd'hui. Des monuments qui s'inspirent de l'architecture grecque. Ici, le célèbre monument des Néréides, célèbre parce qu'il est en partie reconstitué au British Museum, et l'une de ses nombreuses reconstitutions, puisque tout cela, même l'ordre ici des bas-reliefs ne fait pas encore consensus. Et puis enfin, une façade de monuments s'inspirant de l'architecture grecque, mais taillée ici dans le roc, donc taillée en un morceau dans le roc. Et là, on n'est plus à Xanthos, on est à Fétier, donc à 1 heure de voiture là, de Xanthos. Revenons à Xanthos. Xanthos est situé sur une éminence rocheuse le long de la rivière éponyme. Au sud, les nécropoles ont été à peu près entièrement éradiquées par la construction des villages modernes de Karaköy et de Könök. Une mission autrichienne de la fin du 19e siècle avait recensé plusieurs dizaines de tombeaux et sarcophages à Karaköy. Nous n'en avons retrouvé aucun. En revanche, nous avons été plus chanceux au nord et à l'est. Voici maintenant un aperçu très général des découvertes, dont le total s'élève à 172 épitaphes et plusieurs dizaines de fragments. Donc, vous voyez que la zone ici est moins bâtie. En fait, elle n'est pas bâtie du tout. Le village de Chavder commence à s'approcher de la route nationale, mais on a pu, dans ce secteur et entre les serres à tomates, toutes ces petites barrettes grises sont des serres à tomates qui ont rempli la vallée là, dans les dernières décennies. Donc, les nécropoles nord et est ont été, pour nous, certainement plus fructueuses. Alors, quelques exemples de tout ce qu'on a pu retrouver. La forme peut-être la plus courante est celle de l'autel, donc on appelle ça de petits autels, donc autel cylindrique, autel quadrangulaire ou autel décoré de guirlandes et bucranes. Naturellement, j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais pu montrer aussi la stèle toute simple, mais on en a vu une tout à l'heure d'Amphipolis. Et puis, alors, des sarcophages, quelques images de sarcophages. On a ici là, un champ de sarcophages qui est parmi là, les tombes rupestres que nous voyions tout à l'heure de loin là, sur une image là, qui présentait là, toute la face nord de l'acropole. Encore quelques sarcophages, et vous pouvez remarquer là, les endroits où se trouvent les inscriptions. Alors, il y a des alignements comme ça de sarcophages qui ne correspondent pas nécessairement à des alignements antiques. Alors, tout ça a été repoussé au bulldozer à l'époque contemporaine là, pour créer des champs. Et donc, des cuves de sarcophages comme ça ont été roulées, puis ça se retrouve, ça fait des lignes, effectivement. On a l'impression que ça correspond à des alignements, funéraires, là, mais ce sont ni plus ni moins que des limites de champs constitués de ces vestiges qui sont parfois assez spectaculaires. Ce sont des morceaux de pierre là, de très grande taille. Les couvercles là, pèsent souvent 3 à 4 tonnes, si ce n'est plus. Encore quelques exemples ici. Parfois, il a fallu creuser un peu là, pour pouvoir accéder à la portion inscrite, c'est-à-dire au flanc là, du sarcophage pour le voir, retourner des couvercles puisque l'inscription se trouvait sur le couvercle. Je ne sais pas si vous voyez bien d'où vous êtes, là, mais il a fallu bouger un petit peu toutes ces pierres là.
Voilà encore ici quelques exemples. J'en arrive maintenant à cette promenade épigraphique et ce sera donc soit le deuxième acte ou l'épilogue de cet exposé. J'avais envie de vous présenter quelques épitaphes. Alors, ce sont des sources historiques. Ça ne dit pas grand-chose, mais quand on en rassemble beaucoup, ça dit un peu plus. Et même quand ça ne dit pas grand-chose, ça nous dit quelque chose. Ça nous fait entrer l'espace d'un instant, d'une phrase, de quelques phrases, ça nous fait entrer dans un instant, un instantané de la vie de Xantiens qui sont morts il y a 2000 ans. Et parfois, c'est très touchant, c'est même émouvant. Je vous donne un exemple. Dans les premières années de la mission, nous avions relevé dans le rempart qui est ici, dans son état byzantin, en réalité, le rempart, si l'on creuse de quelques mètres, peut se rendre jusqu'à un état de l'époque classique. Ce qu'on a en surface, donc, c'est l'état byzantin. Et à quelques reprises, les Byzantins, on le voit par tous ces blocs là, qui ne sont pas des blocs de construction, mais c'est des matériaux remployés de bâtiments romains ou de bâtiments grecs. Les Byzantins, donc, avaient rehaussé le rempart. Et donc, côte à côte, dans le rempart, nous avions remarqué ces deux pierres cylindriques qu'on a fait donc dégager et redresser. Et vous avez là deux très jolis autels, autels funéraires cylindriques de même facture. L'un est brisé dans sa partie supérieure, mais ils sont de même facture. On peut imaginer qu'ils sortent du même atelier, qu'ils ont été faits en même temps par le même artiste ou le même artisan. La gravure aussi est très proche. Et le fait qu'ils aient été remployés ensemble dans le rempart indique qu'ils étaient probablement ensemble aussi dans la nécropole qui jouxtait le rempart. Donc, on ne se promène pas là, sur des kilomètres quand on remploie des cailloux, on les prend et on les place. Donc, ils ont été récupérés, placés. Et quand on se penche sur ces textes, et là vous avez sur l'une d'elles un motif qui est tout à fait attendu dans le cas d'une inscription funéraire, le serpent qui est associé aux forces chthoniennes. Vous avez ce premier texte, c'est un appel aux passants. Claudius Hermogenes et Daphné honorent Claudius Pagos, leur fils, qui a vécu décemment, le texte dit cosmios, bellement, décemment, d'une manière cosmétique, si vous me permettez, 22 ans, en mémoire, donc mnemes charin, ça ne se traduit pas vraiment, donc on met en mémoire ou in memoriam, c'est grâce de la mémoire. Alors voilà, c'est très touchant, c'est un père et une mère qui ont mis en terre leur fils de 22 ans. On ne sait pas de quoi il est mort, on ne le saura jamais. Mais alors ce qui est encore plus touchant, c'est que sur la pierre de même facture à côté, c'est le mari qui menait son épouse à son dernier repos. Et la proximité des deux pierres, la similitude des gravures et des pierres donne à penser que la maman a suivi son fils de peu, peut-être de chagrin, peut-être de tristesse. Là, je suis complètement dans la reconstitution historique fallacieuse, mais voilà, enfin, quand on lit comme ça des épitaphes, parfois, ça éveille l'imaginaire, et c'est ce que j'espérais faire avec vous aujourd'hui. Dans le secteur est du site, dans une zone que l'on appelle l'ancien cimetière turc, puisque le village de Könök y avait tenu son cimetière au 19e siècle, début du 20e siècle, on a trouvé une année, donc, l'année 2005, en commençant la campagne, on a trouvé des tranchées illicites, en fait, par des pilleurs de sites là, qui venaient chercher du matériel, des choses à voler. Et puis, ça nous a permis de trouver ce bloc assez simple, un bloc sans décoration, qui a probablement été simplement déposé comme ça sur le tertre. Et qu'est-ce qu'on y lit? L'Allah, dite aussi Basilissa, a honoré Apollonios, son très doux fils. Vous avez là le superlatif de glucus, en glucus qui veut dire sucré, donc le glucutatos, le très sucré, sweetest, son très sucré fils, son très doux fils, qui est donc héroï, donc héroïsé, c'est-à-dire qu'il est élevé au rang de héros, là, il est donc défunt. Il y a des choses intéressantes sur ce texte qui ne dit pas grand-chose. D'abord, c'est une femme seule, elle n'a pas de patronyme, c'est donc très certainement une esclave peut-être affranchie. Elle avait un surnom. Donc, elle avait son nom d'origine. Lala est un nom lycien, c'est un nom épicorique, c'est un nom indigène lycien, mais elle a un surnom grec. Donc, on l'avait affublée d'un surnom. Vous voyez, donc, de très peu de mots, on peut arriver comme ça, et surtout quand on rassemble beaucoup de ces inscriptions, on peut arriver à reconstituer quelques petites pages d'histoire donc sociale.
On est tombé en plein cœur du site sur ce bel hôtel funéraire cylindrique, brisé dans sa partie supérieure, mais heureusement le texte est conservé dans son entièreté. Vous avez donc le texte inscrit ici, hein, qu'on voit là sur l'estampage. Le texte est encadré donc de vases et de serpents, donc encore une fois représentation là, chtonienne, et le texte s'y lit assez simplement: Hoplon, fils d'Apollonios, honore, en fait le terme employé est sanctifie plutôt, mais honore Moussa, son épouse. Très simple encore. On a là un personnage avec son patronyme qui honore son épouse. Bon. On peut reconstituer, voilà, un stéma, ce qu'on appelle un stéma, hein, c'est comme un arbre généalogique. Je vous disais tout à l'heure que l'épigraphie funéraire permettait, par les informations prosopographiques qu'elles apportaient, permettait parfois de reconstituer hein, des familles, de créer de reconnaître des liens de parenté entre des gens qui sont parfois connus de la grande histoire. Donc on a là un petit morceau de stéma. Ça ira pas bien loin, vous me direz, il y a 3 personnes sur le stéma. Mais quand on a vu cet Hoplon, fils d'Apollonios, on a pensé à quelque chose. Dans les années 50, le premier fouilleur de Xanthos, Pierre de Margne, lorsqu'il s'était intéressé à la nécropole de l'Acropole, parce qu'il y a une nécropole aussi sur l'Acropole, constituée d'un grand pilier, un épigraphe, donc qui n'est pas inscrit, et de quelques tombes rupestres, donc tout ça est d'époque lycienne. Mais alors, cette tombe avait été remployée, et sur la poutre horizontale supérieure, on parle d'une poutre, hein, puisque ça imite une maison en bois et carré, sur la poutre horizontale supérieure, vous me voyez en train d'estamper là un texte, voilà le texte qui se trouve là, et qui est publié là, depuis le début des années 60. Hoplon, fils d'Apollonios, Xanthien, honore Arpatis, fille de Mosol, sa sœur, et Tata, fille d'Herbigésis, sa mère, Héroïsée. Hoplon est un nom assez rare. En Lycie, il n'était connu qu'à Xanthos. En fait, c'est celui-là. Donc, le deuxième qu'on trouve a de très bonnes chances d'être le même. Et donc, notre stéma vient de s'agrandir. Encore une fois, ça ne va pas bien loin. Vous allez me dire, ben, moi aussi, je connais le nom de mes grands-parents. On pourrait imaginer là, que ce genre de découverte ne permet pas là, de renouveler complètement l'histoire. Sachez que rien qu'avec le matériel épigraphique de Xanthos, donc tout le matériel funéraire auquel on ajoute les inscriptions honorifiques, les bases de statuts, tout autre type de texte, on a pu reconstituer le stéma de certaines familles, dont une famille, la famille des Tibérii, Claudii, Télémaquis, sur 4 siècles. Quand même. Plusieurs de ces personnages sont connus de la grande histoire. Ils ont été sénateurs. Alors, on est à l'époque impériale, hein, c'est du 1er au 4e siècle après Jésus-Christ. Mais c'est dans la partie grecque de la Méditerranée, donc on s'exprime encore en Grèce, et en ce qui me concerne, c'est encore le monde grec. Alors, c'était un exemple que j'avais pas Pierre-Luc Brisson est juste ici, je n'avais pas la place ni le temps de vous présenter un stéma plus long, mais c'était pour illustrer cet exemple. Voilà un sarcophage donc, que nous avons également découvert. Vous allez me dire, comment vous avez fait pour découvrir un truc de 6 tonnes qui était sur le sol? En fait, c'est qu'il était tellement recouvert de végétation que les Autrichiens qui étaient passés là au 19e siècle ne l'avaient pas vu. Donc, on voit alors, les sarcophages sont toujours cassés sur la panse, exactement là où il y a le texte. Ce sont des pilleurs dès l'Antiquité qui fracassaient les panses de sarcophages pour aller y chercher les objets. Vous avez ce texte donc on a réussi à lire et dont on a pu reconstituer, vous voyez ici les restitutions entre crochets, une bonne partie avec des blancs, donc on ne peut pas restituer des noms quand ils ne sont pas là. Un tel, fils de Phanès, petit-fils d'Ampélion, a acheté le sarcophage dans lequel seront ensevelis, lui, son épouse Aphione, fille d'un tel, le nom est perdu, petite-fille d'Arcanos, mais personne d'autre, car autrement quiconque aura osé y ensevelir quelqu'un sera exposé à un acte d'impiété envers les défunts et paiera d'autre part au trésorier très sacré, en guise de châtiment, 1500 deniers. C'est assez difficile de faire des parallèles entre ce que vaut un denier dans l'Antiquité ou ce que vaut un denier au IIIe siècle et par rapport à aujourd'hui. Après, PC, on est après Jésus-Christ. Je vais me risquer à une évaluation. Ça correspond à peu près à 3 années de salaire d'un ouvrier non spécialisé sur un chantier. Donc, c'est quand même une grosse amende quand on fait tout bien considérer. Mais alors, moi, ce qui me frappe quand je vois un tel texte, c'est quand même une épitaphe. La moitié du texte porte une précaution légale. Ouvrez pas ça, mettez-y personne, ça va vous coûter cher. Ce que ça me dit, c'est qu'en fait, les gens le faisaient. Parce que sinon, on n'aurait jamais mis ça. Donc, ça se faisait. Ah ah!
On est encore dans des petits instantanés, ça ne dit pas grand-chose, mais on voit beaucoup de ces prescriptions. Mais alors justement, ça se faisait. Façade rupestre, trouvée dans un champ. Et qu'est-ce qu'on voit sur cette façade? Une épitaphe lycienne qui date du 5e, 4e siècle, on ne peut pas la dater. Et juste au-dessous, une épitaphe grecque qui date du 3e après Jésus-Christ. Si vous comptez bien, enfin, je pense que si nous comptons de la même façon, il y a 7 siècles entre les deux. Je ne lis pas le lycien, je me fie à Birgit Christensen, une collègue et amie de Munich, qui donc est spécialiste de la langue lycienne, pour le déchiffrement de cette inscription. Je n'arriverai même pas à vous lire ça correctement. Donc ce personnage a construit cette tombe pour sa femme et ses enfants au moyen d'un contrat sous serment de Ada. Alors, dans la littérature des spécialistes de la Lycie, on appelle ça « the Ada expression », parce qu'on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Mais on la retrouve beaucoup dans les épitaphes. Voilà, donc on a, tout comme les autres textes que j'ai pu vous montrer, un citoyen ou un homme qui a acheté une tombe, qui l'a fait préparer pour lui, sa famille, ses enfants, bon, ainsi de suite. Rien d'excitant. Le texte grec en dessous. Artémas, dit Stéphanos, a acheté cet Hérone pour lui-même et sa femme Eustathéie et sa fille Bérénaïké, c'est Bérénice, et son aïeul Métabolé. Ni déposer aucun autre corps, car autrement on devra à la Gérousie d'Exantien 500 deniers, et le délateur en recevra le tiers. Là, il y a quelque chose d'un petit peu plus intéressant. On imagine des gens qui marchent dans les cimetières, qui disent « Oh, des funérailles », bon, il y a le buffet après, là. Mais avant le buffet, on se dit est-ce qu'ils ont le droit d'être là? Alors, on va voir. Ouais, vous l'avez acheté, ou c'est à vous, c'est votre famille? On peut imaginer effectivement que lorsqu'une famille s'éteint, qu'il n'y a plus personne pour rendre les honneurs aux morts, ce dont je parlais tout à l'heure avec des auteurs anciens, ça devient un gros objet qui pourrait être remployé. Il y a donc l'intérêt d'une transaction. Mais à qui on achète ça? Qui vend ça? C'est la communauté. C'est la Géroussie ici qui est mentionnée. La Géroussie, Gerousia, c'est l'équivalent de la Boulay à Athènes. La Gerousia dans les cités de culture d'Orient, c'est le conseil. C'est le conseil qui reçoit l'amende. Est-ce que c'est donc le conseil qui vérifie ce qui se passe dans les cimetières, qui surveille un petit peu? Oh, il y a un mort. On va aller voir s'ils ont encore une tombe familiale. On va juste aller voir comment ça se passe. Au fait, avez-vous acheté votre tombe? Comment tout ça se passe? Bon, j'essaie de le reconstituer avec vous, c'est live. On ne peut pas vraiment dire grand-chose, mais voyez qu'il y a toute une petite micro-société qui est en train de se dessiner dans ce moment, dans cet événement que sont les funérailles, avec cette possibilité de la délation. Encore un autre beau morceau de façade rupestre. Alors celui-là, en plus, il a une petite histoire archéologique. Lorsque nous sommes arrivés pour la campagne 2002, nous attendait dans le stationnement du site archéologique cet immense bloc sur la tête. Donc il était à l'envers et le gardien du site nous dit « c'est là ». Ça pèse plusieurs tonnes, là. C'est là. OK. Comment ça? La ville de Quenouc, enfin le village de Quenouc, avait au printemps décidé d'élargir la rue qui longe le site au sud et de la rendre un peu plus linéaire parce qu'elle sinuait qu'il y avait des accidents de mobylettes. Donc, on s'est installé avec une pelle mécanique et puis on a littéralement mangé comme ça tout le cap, en bon québécois, la falaise, pour rendre ça bien droit. Et ce faisant, bien, on est passé au travers de plusieurs tombes qui n'avaient jamais été visitées depuis l'Antiquité. Elles étaient encore pleines. Parce que toutes les tombes que je vous ai montrées jusqu'à présent, les sarcophages, ils sont vides. Mais celles-là, elles étaient pleines. Alors, ils ont pris le gros morceau. Vous avez les 3 coups de pelle mécanique, pop, 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 dans le texte grec. On l'a reconstitué. Bien alors, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Vous avez une épitaphe grecque assez tardive, 3e, 4e siècle, et une épitaphe lycienne. Là, c'est encore plus intéressant, parce que ceux qui ont remployé la tombe, ils ont martelé l'inscription lycienne. Vous voyez, il y a 4 lignes ici qui ont été martelées intentionnellement. Ils en ont laissé une, par oubli ou par souci esthétique de laisser comme ça une petite fioriture, vous regardez, ça fait vintage. Je ne sais pas. Donc, il y a 5 lignes, dont 4 qui sont rasourées.
Et puis, cette inscription grecque qui coiffe l'ensemble. Et vous reconnaissez encore ces devantures de maison lyciennes. Alors, Birgit Christensen a réussi à déchiffrer à travers ce martelage tout le texte, ce qui explique qu'il y ait des points d'interrogation, il y a des mots dont on ne connaît pas l'interprétation. La langue lycienne n'est déchiffrée, n'est comprise qu'à 70% à peu près. Elewiyehi, l'enfant de, je ne le lis pas, a construit cette tombe pour lui-même et pour sa maisonnée. Et il a établi pour les Minti, au moyen d'un contrat sous serment de Ada, blablabla, the Ada expression. Intéressant. Alors, on regarde ce que l'épitaphe grecque nous enseigne. Aurelius, un tel, il y avait son nom, fils d'un tel, a acheté l'Héron tel que consigné dans les archives, pour lui-même et son épouse, Aurélia Lalla, fille d'Iasone, et pour celui auquel lui-même, de son vivant, il aura consenti. Nul autre n'aura le pouvoir d'y inhumer quelqu'un, sans quoi il paiera à la Géroussie 500 deniers. On est un petit peu plus tard dans le temps, donc peut-être que le cours du denier ou la valeur de ces tombes avait un peu chuté. Vous savez, les fluctuations de prix, on connaît ça. Mais alors là, c'est intéressant. Tel que consigné dans les archives, on a un peu une explication ici. Ah oui, il y a des archives civiques, j'allais dire municipales, on est dans le monde romain, on pourrait dire municipal, des archives, et puis tout ça est enregistré. Puis à un moment donné, on le sait, on fait « Oh là 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 là, lui vient de mourir, pas d'enfant, il n'y a plus personne, il n'y a même pas de neveu. Libre. » Tout ça, c'est dans les archives. Alors, au plus offrant, on achète la tombe, on ouvre la porte, on passe un petit coup de balai, on met tout ça propre, et c'est reparti pour un nouvel acheteur. Ça ne dit pas grand-chose. C'est intéressant. Bon, je trouve ça intéressant. Je vous avais promis une inscription qui nous en disait un peu plus, et j'en arrive presque au rideau de ma présentation. Voilà donc, remployé dans le rempart, dans le secteur sud du site, 2 grandes bases funéraires. Là. Ces bases ont à peu près ma taille. Donc, ce sont des socles, des piédestaux. Enfin, ce ne sont pas des piédestaux parce qu'il n'y avait pas de statue. Donc, des bases funéraires monumentales avec un texte très, très bien gravé. On voit que c'est l'œuvre d'un tailleur de pierre soigneux avec des lettres. On a ce qu'on appelle les lettres en losange. Hein, l'omicron ici est en losange. Enfin, toutes les lettres normalement circulaires. Donc, sont taillées avec une régularité dans les lignes. Donc, on a là un monument de très belle facture. C'est loin de la petite pierre, Lalla, dite Basilissa à son very sweet fils, déposé peut-être comme ça, simplement sur un monticule. On a un monument. Que nous dit ce texte? Aurelia il y a toujours les trianomina romains, on est à l'époque impériale. Aurelia Antipatra, dite aussi Eraseine, fille de Marcus Aurelius Antipatros, d'un père, d'un grand-père, d'un mari et d'un frère, bouleute et magistrats fédéraux de la très illustre Confédération des Lyciens. Marcus Aurelius Aristoteles, fils d'Aristoteles, petit-fils d'Alexandros, honore son épouse, avec des qualificatifs intéressants. Philotechnon, aimante de ses enfants, qui a vécu avec sagesse, Zessasan Sophronos, et dans l'amour de son mari, Philandros, et qui fut aussi honorée par la cité. On met tout ça ensemble, on a une famille de l'élite. Le grand-père, le père, le frère, le mari, tout le monde est conseillé. Magistrat fédéral, dans la Lycie, il y avait un gouvernement fédéral, donc il y avait une fédération. Ils ont été aussi magistrats à la fédération. Qu'est-ce qu'on a? On a une épouse qui a vécu donc, avec toutes les vertus de l'époque victorienne, dis-je, qui n'a cessé d'exceller, d'autant que la cité l'a même honorée. On peut imaginer quelque part dans le sous-sol de Xanthos que repose encore une stèle, une base portant une inscription honorifique pour cette Aurelia Antipatra qu'on n'a pas encore découverte, qu'on ne découvrira peut-être jamais, peut-être qu'elle n'est pas conservée. Mais on a là donc un pedigree familial. On n'a pas beaucoup de noms, on a des titres. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est en rapprochant des inscriptions, on peut ajouter des noms comme ça à un stemma. Puis à un moment donné, là, on a des lignes comme ça. Imaginez lorsque vous faites un casse-tête, vous avez des petits morceaux, là les yeux, le chapeau, l'arbre, puis soudainement, il y a des morceaux comme ça qui se collent. Mais quand on joue comme ça avec l'épigraphie funéraire, on finit par avoir comme ça des morceaux de stemma qui se collent et puis on arrive à reconstituer un lignage sur une période parfois assez longue.
Et là, j'en arrive effectivement au rideau. Donc, dans le rempart nord, les Autrichiens avaient vu au 19e siècle une base de même caractère que celle que je viens tout juste de vous montrer, mais plus étroite et un peu plus haute. Et ils avaient donc enregistré ce texte que nous avons retrouvé, alors dans un état à peu près similaire. Le texte n'a pas vraiment souffert, mais depuis un siècle, on l'avait remblayé, puis donc elle était un petit peu masquée. Donc on l'a sorti. Vous avez cette belle base avec moulure de base, moulure de couronnement, avec acrotère ici, et un texte qui couvre donc les deux moulures ainsi que le fût. Alors ce texte, eh bien, c'est une épigramme funéraire, donc c'est une inscription funéraire en vers pour un personnage appelé en grec Bictor, qui est la façon grecque de dire Victor, vainqueur. Pour le sécoutor, c'est lui là, c'est un des types de gladiateurs. Pour le sécoutor, Bictor, Palus primus, le premier qui entre dans l'arène. En ce moment, alors là, la traduction française n'est pas en vers. En ce moment, regardez-moi, passant, Bictor, le puissant sécoutor, que tous les adversaires dans les stades craignaient, dont la patrie était la Libye. Maintenant, la terre de Xanthos, contrée sans cesse affligée, me couvre par un arrêt des moires. Amuse-toi, ris, passant, en te souvenant que toi aussi, tu dois mourir. Amazone a érigé l'autel à la mémoire de son mari, Bictor, à ses propres frais, mais quiconque s'en empare et le déterre, il versera 500 deniers au fisc. Salutations, passant. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent être dites de cette inscription. On a deux personnages, Victor et Amazone, sans patronyme. Victor exerçait la gladiature. Amazone, probablement aussi. Je vois quelqu'un qui opine du chef dans le fond de la salle. On peut imaginer donc des gens qui ont probablement commencé leur carrière comme esclaves d'un maître de jeu, qui se sont peut-être affranchis, qui ont voyagé dans différentes contrées de la Méditerranée. Victor, c'est quand même un nom prédestiné pour un gladiateur, vainqueur. Et Amazone, c'est quand même aussi un nom très prédestiné pour une gladiatrice. Victor et Amazone, c'était leur nom de scène, c'était leur surnom. C'est comme ça qu'ils se prénommaient. Et notre interprétation est que Victor n'est pas mort dans l'arène. Il a fini sa carrière à Xanthos. Il s'est installé à Xanthos. Parce que généralement, pas systématiquement, mais généralement, quand le gladiateur meurt dans l'arène, il rend hommage à celui qui l'a tué dans son épitaphe. Et là, c'est la terre de Xanthos, contrée sans cesse affligée. Il y a peut-être ici une référence aux deux destructions que Xanthos a subies par les Perses au VIe siècle, puis sous les coups de Brutus, le fils patricide de César, ou adoptif et patricide. Donc, voilà, ce sans cesse affligé fait sans doute référence à cette triste destinée qu'avait eu la cité de Xanthos. Et donc, c'était sur cette adresse que je vous invitais à venir m'entendre, et c'est sur cette adresse que je vous remercie d'avoir été attentif.